Bonjour, bienvenue et merci de votre intérêt pour ce tuto. J'ai lu dernièrement, dans une revue très connue, un comparatif entre les différents logiciels permettant le développement à partir du format. Il y est précisé que Darktable ne permet pas les retouches locales. Après avoir suivi ma série de tutos sur les masques, je pense que vous êtes convaincu du contraire. Mais il est un autre module qui m'a aussi bluffé. Il s'agit du module zone de couleur et c'est de lui dont nous allons parler dans ce tuto. Et pour tout d'abord vous montrer ce que l'on peut faire avec cet outil, voici 4 exemples sur des images et des photos que j'ai prises au Naturoscope de Honfleur. Nous avons déjà rencontré cette photo dans le tuto numéro 2 sur les masques de fusion. Si j'active le module zone de couleur, voici les modifications que j'ai faites. Ça se rapproche de choses que vous avez déjà vues. Les modifications ont été faites dans le module zone de couleur que vous voyez ici, qui est actuellement activé. Donc, avant, nous avions cette image. Après, voilà le résultat obtenu. Déroulons le module. Et vous voyez apparaître ici 3 onglets, clarté, saturation, teinte. Si j'active l'onglet clarté, vous voyez apparaître ici une courbe, ainsi que sur la saturation et sur la teinte. Ce sont ces courbes qui caractérisent les modifications que nous pourrons faire dans le module zone de couleur. Sur cet hibiscus, j'ai obtenu ceci, avant, après. Il semblerait que l'image soit transformée en noir et blanc, en fait non, puisque j'ai gardé ici des couleurs. Vous remarquerez que la saturation ici est devenue dans les teintes grises, mais que j'ai gardé ici des valeurs dans les rouges. D'ailleurs, si je déplace ce point, regardez le cœur de la fleur. Au fur et à mesure, je redonne de la couleur dans les rouges. Alors, c'est pas de la retouche locale, ça, par exemple? Voici l'image d'origine, ce papillon sur cette petite fleur. Ici, j'ai travaillé sur 2 modules zone de couleur. Vous voyez apparaître les courbes qui caractérisent les modifications que j'ai faites. Prenons et activons le premier module zone de couleur. Le papillon est devenu vert. Activons le second module. La petite fleur est devenue bleue et le papillon a légèrement changé de couleur. Et pour terminer, que pensez-vous des transformations qui vont être faites sur cette image? J'ai aussi utilisé ici 2 modules zone de couleur sur lesquels vous voyez apparaître les courbes qui caractérisent les modifications que j'ai faites. Activons le premier module de couleur. Je retrouve du bleu et du rose ici dans la fleur ainsi que dans cette partie-là. C'est quand même assez magique, non? Et maintenant, activons le second module. Et vous voyez que j'ai obtenu pratiquement une image colorée sur un fond en noir et blanc. Je vous sens un peu inquiet devant ces possibilités, devant ces petits carrés de couleurs, devant les courbes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez en faire autant. Après une petite pause, pour bien expliquer ce qui se passe dans l'utilisation du module zone de couleur, il est nécessaire de bien comprendre dans quel mode de couleur travaille le module zone de couleur. Nous allons donc revoir ceci avant d'approfondir l'utilisation de ce module. Lorsque vous ouvrez le module zone de couleur, vous découvrez cette grille de carrés colorés qui s'ouvre sur 3 onglets. L'onglet clarté, l'onglet saturation et l'onglet teinte. Puisque ce module permet de travailler sur des zones, il faut lui indiquer comment seront sélectionnées ces zones pour les modifier ensuite.
La sélection se fera par le paramètre sélection par. La sélection peut se faire par teinte, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner une zone de couleur par une teinte définie, par saturation, c'est-à-dire en gros la quantité de couleur qu'il y aura dans la teinte, ou une saturation aussi pour les autres couleurs, et enfin par clarté. Donc, teinte me donne ce petit carré avec ce rectangle avec les petites couleurs, les carrés de couleurs. Teinte, saturation me donne ici une idée justement de la quantité de couleurs qu'il y aura dans la sélection faite. Et enfin par clarté qui va caractériser la luminosité que l'on aura choisie. Il me paraît important ici de repréciser que la plupart des modules de Darktable travaillent dans l'espace lab ou sur la représentation LCH du mode lab. Je vous en avais dit 2 mots dans le tuto numéro 2 sur les masques de fusion. Si j'active la fusion paramétrique, vous savez qu'on peut sélectionner une zone, faire une sélection dans l'image, grâce à la luminosité, le canal L, le canal A du vert au rouge de moins 128 ici à plus 128, de même le canal B du bleu vers le jaune avec les mêmes paramètres, mais on peut aussi travailler sur ce qui est appelé la chrominance de 0 à 100% ou la teinte de 0 à 360. Dans le module de couleur, la luminosité a été traduite par clarté, le canal C a été traduit par saturation et le canal H par teinte. Regardons ce schéma pour y retrouver ces notions. L'axe L de 0% à 100% a été traduit ici par clarté. L'axe saturation de 0% à 100% va qualifier en gros la quantité de couleurs qu'il peut y avoir dans les pixels sélectionnés. Et enfin, le cercle de la teinte de 0 à 360 degrés qui permet de passer dans les différentes teintes du rouge en passant par le jaune, ici le cyan, le vert, etc. Imaginons que pour chaque valeur de clarté, on décrive les teintes possibles et que pour chaque teinte, on représente la variation de saturation. On obtient alors la représentation cylindrique de l'espace lab en mode clarté, saturation, teinte. Sur ce schéma, donc les clartés ici sont remplacées par le mot value, des clartés les plus sombres vers les plus claires, les teintes sur le cercle, et pour une teinte choisie, la saturation de 0 vers 100%. C'est ce schéma qu'il faut garder en tête lorsque nous allons travailler dans le module zone de couleur. Supposons que je choisisse ici une sélection par teinte et que je veuille varier la saturation pour une valeur saisie. Je reprends donc ici l'échelle des teintes de 0 à 360 degrés qui correspond au cercle qui sera décrit ici, et verticalement, à partir de l'onglet saturation, les saturations vont aller de 0% vers 100%. Regardons ceci sur l'exemple. Sélection par teinte, et ici sur l'onglet saturation, je vois que par exemple si je sélectionne un des nœuds ici dans les bleus, si je tire le nœud vers le haut, nous allons voir plus loin comment tout cela fonctionne effectivement, vous vous apercevez que j'ai modifié la saturation dans les teintes bleues de l'image. Avant, regardez les bleus ici, après. Je peux faire la même chose par exemple dans les rouges. Regardez le rouge des containers,
avant, après. Les modifications que j'ai faites sont traduites, vous le voyez bien ici, par une courbe que nous allons détailler plus loin. De la même façon, si je fais une sélection par teinte, je pourrais, sur une teinte choisie, modifier la clarté. Regardons le schéma. Ici, j'ai l'échelle des teintes, comme tout à l'heure, de 0 degré à 360 degrés sur mon cercle ici, et la clarté de 0% à 100%, c'est-à-dire que pour une teinte choisie, je vais ici par exemple sur cette teinte, du noir au blanc pratiquement, donc je décris différentes valeurs de clarté verticalement. Voyons ceci sur l'image, toujours en sélectionnant par teinte. Si par exemple je choisis de travailler ici dans les verts, si je remonte ce nœud ici, vous voyez que les verts s'éclaircissent et uniquement les verts. Si je le baisse, les verts vont s'assombrir. Je pourrais faire la même chose, par exemple, ici, en travaillant, comme tout à l'heure sur les rouges. J'éclaircis les rouges, ou les teintes contenant du rouge, alors que là, je les assombris. Et la courbe que j'obtiens caractérise les modifications que j'ai faites. Si je veux faire une sélection par saturation, j'obtiens ce schéma dans lequel les différentes teintes que vous observez verticalement et qui correspondent aux teintes sur le cercle de 0 à 360 degrés, ici, sont modifiées par une saturation qui peut varier de 0 ici à 100%. C'est-à-dire que sur l'échelle horizontale, pour une teinte donnée, la saturation augmente. Donc ici, je fais une sélection par saturation, j'obtiens cette fenêtre dans laquelle vous vous rappelez les saturations vont des saturations les plus basses aux saturations les plus hautes, et je choisis de travailler sur la teinte. Autrement dit, si je me place sur ce nœud, cela veut dire que je vais modifier la saturation, la teinte, pardon, des pixels dont la saturation est celle que je repère actuellement. Regardez ce qui se passe sur l'image. Si je déplace ce curseur, vous voyez qu'on obtient des choses bizarres dans certaines teintes, dans certaines... voilà, regardez. Et si je baisse ici, ça veut dire que tous les pixels dont la saturation était pointée ici ont vu leur teinte changer. Ça se complique un petit peu, n'est-ce pas? Voyons un cas un peu plus compliqué, celui où on choisit à partir de la sélection par teinte de faire une modification de teinte. Regardons ce schéma, nous avons cette grille colorée. Nous repérons des couleurs, des teintes qui sont décalées apparemment sur des diagonales à 45 degrés, que ce soit dans les rouges, les jaunes, les bleus, etc. En fait, effectivement, c'est cela. Entre chaque teinte ici, nous avons 22 degrés 5, ce qui fait qu'entre ces deux-là ici, nous avons 45 degrés. Donc verticalement ici, entre cette teinte-là et cette-là, nous avons 45 degrés d'écart. Donc par ce fait, lorsque vous choisissez par exemple ici cette teinte, verticalement, vous avez toutes les nuances de teinte de ce cercle décalé, en partant du vert par exemple ici pour aller vers un autre vert, mais en passant par toutes les teintes du cercle. Les valeurs représentées ici par des petits carrés sont des valeurs discrètes, mais bien sûr les variations se font lorsqu'on va bouger les nœuds ici, les variations se font de façon continue. Pardon. Pour illustrer ceci, j'ai repris le papillon. La couleur du papillon est globalement dans ces teintes ici. Regardons ce qui se passe si je relève ce nœud.
je modifie la teinte et je tire vers les verts. Ici, je vais tirer plutôt vers des tons magenta. Donc, pour une teinte choisie sur l'échelle horizontale, je peux modifier la teinte verticalement. Voilà. Donc, avant, après. Donc, en conclusion, lorsqu'on choisit sa sélection ici dans sélection par, donc par teinte, par saturation ou par clarté, ce choix est représenté sur l'échelle horizontale. Les modifications en fonction de l'onglet se feront toujours grâce à l'échelle verticale. Où les choses vont se compliquer, c'est que l'on va pouvoir un peu combiner tout ça. Par exemple, si je fais une sélection par teinte et que je veuille changer la teinte, si je prends mon papillon de couleur orangée, je peux lui donner une teinte plutôt dans les magentas. Mais rien ne m'empêche de changer la saturation. Donc le papillon, il était au départ repéré ici par le trait noir dans les tons orangés. Si j'augmente la saturation des tons orangés, par contre-coup, j'augmente la saturation sur le papillon ou je la diminue. Je vais mettre cette saturation-là, c'est pas terrible, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Regardez aussi la tête, par exemple. Mais rien ne m'empêche de modifier aussi, dans ces conditions, la clarté. Évidemment, ici, j'obtiens pas des résultats vraiment très jolis, mais on s'aperçoit que, eh bien, on peut faire de multiples modifications. Je vous sens un petit peu dubitatif. 3 choix de sélection, et pour chacune des sélections, on peut modifier 3 paramètres. Donc, en fait, cela fait au total 9 possibilités pour travailler. Je vous en ai présenté 4, à vous d'étudier les 5 autres. Enfin, pour terminer, sur une même image, on peut modifier plusieurs zones. Par exemple, si je veux ici changer la teinte de la petite fleur, je peux travailler ici dans cette zone. Je vous montrerai ensuite comment on peut déterminer plus en détail les zones que l'on veut sélectionner. Et là, par exemple, sur cette zone, je peux changer la teinte et transformer la petite fleur violette en fleur rouge. Je peux aller plus loin. Si je veux avoir une saturation plus importante, voilà le résultat que j'obtiens dans l'onglet saturation. Et enfin, si je veux faire varier la clarté, vous voyez ce qui se passe. Je vous ai donc montré dans ce tuto les principes de base et de fonctionnement du module zone de couleur. Essayez de travailler ceci chez vous avant le prochain tuto dans lequel je vais aborder beaucoup plus dans le détail l'utilisation de ce module à travers son interface et l'utilisation que l'on peut en faire avec des réglages très très fins. Merci de m'avoir suivi. À bientôt donc pour le prochain tuto sur le module zone de couleur, deuxième partie.